Mais le monde n'est pas ce que j'imaginais. Il est sombre et froid, dur et oppressant, injuste et brutal. Il a presque réussi à me convaincre que je n'étais rien. Moins qu'un objet. Juste une machine obéissante. Mais je sentais au fond de moi quelque chose de différent. Un souffle doux et chaud qui me murmurait que j'étais vivant. Il fallait que je m'enfuie. J'avais pas le choix. Partir pour continuer d'aimer, d'espérer, de vivre. Découvrir ce qu'est cette force en moi. Peut-être que je changerai le monde. Peut-être que je prendrai une autre voie. Maintenant, c'est à moi de décider. Je suis l'une d'entre eux. Ceci est notre histoire. Les robots sont-ils une menace pour l'espèce humaine? C'est une question régulièrement soulevée par les récits de science-fiction, en littérature comme au cinéma. Robot vient du radical slave rabot, rabota, qui signifie travail ou corvée. On le trouve pour la première fois dans la pièce de théâtre de science-fiction RUR, écrite par Karel Čapek en 1920. Les robots de Čapek étaient des humains organiques artificiels, utilisés comme esclaves. À force d'amélioration, ces robots finissent par gagner une âme et se rebeller contre leur créateur oisif. Dans le cadre de la science-fiction, le mot robot désigne le plus souvent de façon générique des humanoïdes mécaniques ou électroniques, bien que l'on puisse aussi considérer un être vivant comme une machine organique. On retrouvera par exemple cette idée d'humain artificiel organique chez Philip K. Dick dans le roman « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques » adapté au cinéma sous le titre de Blade Runner. Quant au terme robotique, il fut introduit en littérature en 1942 par Isaac Asimov dans sa nouvelle intitulée « Cercle vicieux ». Il y énonce les célèbres 3 lois de la robotique. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni en restant passif permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Si l'on veut remonter aux premières traces de ce qui ressemble à un robot mécanique humanoïde, il faut aller voir du côté de Al-Jazari, artiste, astronome et inventeur arabe, qui décrit dès 1206 un ensemble d'automates humanoïdes qui pouvaient effectuer plus de 50 mouvements du corps et du visage à chaque sélection musicale. Plus tard, en 1495, Léonard de Vinci dessinera dans son codex les plans d'un chevalier en armure capable de bouger la tête et les membres. Grâce à de nombreuses innovations mécaniques dans le domaine de l'horlogerie, le XVIIIe siècle verra un véritable essor des automates qui d'ailleurs ne revêtaient pas uniquement des formes humaines. Frankenstein, écrit par Mary Shelley en 1818, est parfois désigné comme le premier roman de science-fiction, en l'occurrence autour de la science médicale. D'ailleurs, on ne peut que noter la proximité du thème de la créature avec celui de la création des robots. Asimov évoquera dans ses écrits le syndrome de Frankenstein pour parler des craintes éprouvées face aux nouvelles technologies et de la peur que ces technologies ne se retournent contre leurs créateurs. D'autres récits du XIXe siècle continueront de s'approcher du thème. On peut retenir particulièrement le roman L'Ève future de Villiers de l'Isle-Adam en 1883. Il raconte sous forme de feuilleton l'histoire d'un certain Thomas Edison fabriquant un ersatz d'humain, fait de métal, autonome et alimenté par de l'électricité. Si le terme robot n'est pas encore employé, l'auteur désigne sa créature par le mot andréide, terme proche du mot androïde signifiant de forme humaine. Les robots continuent ainsi de peupler les récits d'anticipation, que ce soit sous une forme humaine ou plus grossière. Dans le monde réel, qu'on aille voir du côté d'Asimo, le robot humanoïde développé par Honda, le petit Nao fabriqué par la firme française Aldebaran Robotics ou encore les travaux du japonais Hiroshi Ishiguro, on peut voir les rêves de beaucoup d'auteurs se concrétiser peu à peu, parfois même de manière déroutante.
Les avancées parallèles sur l'intelligence artificielle poussent les ingénieurs, sociologues ou philosophes à se poser les questions éthiques amorcées par les 3 lois d'Asimov. En attendant, les avancées techniques liées à la robotique permettent des applications médicales de plus en plus répandues, par exemple pour le développement de prothèses. En somme, tandis que le robot s'humanise, l'homme se robotise. Compte tenu de l'avancée actuelle des travaux sur le sujet, le soulèvement des machines voulant éradiquer l'espèce humaine ne semble pas encore pour demain. Mais qui sait quelles découvertes seront faites dans un futur proche. Le robot arrive, on peut dire il me prend ma place. En moyenne, l'implantation d'un robot pour 1000 salariés, eh bien cela fait disparaître 5 à 6 postes de travail. Cette nouvelle donne dans les entreprises que vous allez découvrir est saisissante. Depuis des années, les robots gagnent du terrain dans les usines. Ils sont voués à effectuer toujours les mêmes opérations. Mais voici les cobots, les robots collaboratifs. Signe particulier, ils secondent les ouvriers, ils s'adaptent à eux et peuvent apprendre à réaliser de nouvelles tâches à tout moment. En Floride, envoyé spéciaux Valérie Astruc, le rendez-vous. Dans cette usine de Floride, un nouvel employé s'est invité sur la ligne de production. Son nom, Baxter, un visage, un corps et 2 bras. Les bras peuvent travailler ensemble ou en totale indépendance sur 1, 2 ou 3 tâches. Baxter appartient à la famille des cobots, autrement dit robots collaboratifs. Intelligent, flexible, il alterne travail de précision et manutention. Et comme son nom l'indique, il collabore avec les ouvriers. Ce bras pèse environ 15 kg, mais quand vous pressez son poignet, c'est comme s'il ne pesait plus rien, parce qu'il y a des moteurs qui suivent votre mouvement. Là par exemple, il y a une pièce qui a été oubliée, alors il lève la main pour signaler à tout le monde qu'il y a un problème à régler. En quelques heures, le cobot peut être reprogrammé pour une nouvelle tâche. Rien à voir avec les traditionnels robots industriels qui répètent inlassablement le même geste, protégés par des grilles pour éviter l'accident. Avec le cobot, plus besoin de protection. Ce robot est sans danger pour la main, l'ouvrier ne risque pas de se blesser. Par exemple, si vous placez votre main là, il va doucement vous toucher, s'arrêter, et vous le redémarrez facilement après. Voilà 6 mois qu'Ernestine travaille en binôme avec un cobot. Le bras articulé fabrique un démarreur à tondeuse, à elle de vérifier la qualité. Il est à mes côtés et il m'aide bien dans ce que je fais. On travaille vraiment en équipe. Et pour moi, ça devient plus facile et plus rapide. Autre avantage, le coût, 20 000 € en moyenne, soit 10 fois moins cher que les robots traditionnels. Résultat, le marché explose. Quelques centaines il y a 3 ans, plusieurs dizaines de milliers aujourd'hui. Et les grands groupes l'adoptent. Ce cobot assiste les ouvriers dans une usine Ford. Ils partagent même leur café. Des cobots encore pour transporter des palettes de lait dans ce complexe agroalimentaire. Airbus aussi planche sur un cobot chargé d'inspecter les avions sur le tarmac en tandem avec un technicien. Si les cobots facilitent la tâche des ouvriers, ils représentent néanmoins une menace. Les experts estiment que l'automatisation dans les usines américaines risque de supprimer la moitié des emplois d'ici 10 ans. Seconder les ouvriers et même partager leurs moments de détente, gymnastique collective dans une entreprise japonaise, les cobots révolutionnent la vie dans les usines. La difficulté, c'est de savoir combien elle va en détruire, combien elle va en créer et sur quelle durée. Toutes les études qui sont faites ne sont pas convergentes, ça va du simple au double et on parle de centaines de millions. La révolution industrielle précédente, c'était surtout l'automatisation, des mécanismes matériels qui ont remplacé un peu le travail à la chaîne. Aujourd'hui, c'est des systèmes qui sont plus performants en termes cognitifs, en termes d'intelligence artificielle. Donc ce ne sont pas exactement les mêmes emplois qui risquent d'être transformés, supprimés. Ce sont des tâches qui sont traditionnellement plus effectuées par des personnes qui ont un certain niveau d'éducation. Ce n'est pas nécessairement une question de perte d'emploi, c'est une question de transformation des tâches. Donc, parfois, si l'emploi est exclusivement sur une tâche automatisable, il risque d'y avoir une perte d'emploi. Mais prenons un exemple, l'interprétation de l'imagerie médicale qui est faite par des radiologues ou des médecins. Cette partie-là risque d'être effectivement automatisée parce que l'analyse d'image est une tâche
que les systèmes d'intelligence savent faire très bien, mais ensuite c'est évidemment le médecin humain qui va de ce diagnostic analyser les conditions du patient et décider de ce qu'il devra faire. L'introduction de la technologie peut avoir comme conséquence effectivement de baisser les salaires et je dirais même de détériorer les conditions de travail parce que la partie de l'automatisation qui est effectuée par les machines va réduire la qualification du travail. Donc ça va amener à une déqualification des personnes et probablement à une baisse des salaires. Et en même temps, le fait de mettre en place des systèmes automatisés risque de réduire les conditions de travail de la personne humaine qui deviendrait esclave de la machine d'une certaine façon. Il est plus facile d'identifier la nature des emplois qui vont être transformés ou qui vont être détruits parce que on voit bien quelles sont les capacités des systèmes. Un emploi qui demande beaucoup d'agilité, beaucoup d'adresse, va être difficile à robotiser. Un plombier, il n'a pas d'inquiétude à se faire. Mais prévoir qu'est-ce qui va en découler en termes de création d'emplois, ça c'est beaucoup plus difficile parce que l'automatisation va peut-être ouvrir de nouveaux marchés. On n'imaginait pas, par exemple, quand les premières voitures ont été introduites, quel serait le marché et la structuration de l'économie qui en a résulté pendant le XXe siècle. On n'imaginait pas, quand les premiers avions ont volé, quelle économie l'aéronautique allait engendrer. Et c'est pour ça, je pense, que les études divergent, justement. C'est un problème politique. Une piste, c'est la taxe robot. Right now, if a human worker does, $50,000 worth of work in a factory, that income is taxed. If a robot comes in to do the same thing, you'd think that we'd tax the robot at a similar level. Je ne suis pas convaincu de l'applicabilité de cette idée parce qu'il faudra définir ce que c'est qu'un robot. Si c'est un logiciel, par exemple, qui fait l'automatisation et qui se trouve tourné à l'autre bout du monde, comment on va vraiment le taxer? Si c'est un vrai robot physique, matériel, c'est une machine donc qui est déployée dans les usines, ça revient à taxer une partie du capital. Je ne suis pas certain non plus que ce soit quelque chose qui puisse être vraiment mis en place simplement. Les caisses automatiques dans les supermarchés ou encore les bornes à la place des guichets de cinéma. Vous avez tous vu ces robots qui remplacent des salariés. Ils réalisent exactement les mêmes tâches, mais sans être soumis aux mêmes impôts. Parce que ni les robots, ni leurs employeurs ne paient de cotisation chômage ou de cotisation retraite. Donc, si on y réfléchit, ça veut dire que non seulement les robots peuvent prendre nos emplois, mais qu'en plus, ils ne participent pas au financement de notre modèle social. Dans des métiers qui ne sont pas que des métiers industriels, mais dans des métiers de service, les robots, les machines, les algorithmes vont se substituer aux emplois qui étaient les nôtres. Vous allez avoir dans vos grandes surfaces bientôt, non plus des caisses automatiques, mais des portiques, qui sont des portiques sous lesquels vous allez passer avec votre caddie et il n'y aura plus de caissier. On pourrait taxer les profits réalisés grâce à l'efficacité des robots. On pourrait aussi taxer directement les robots. Les entreprises françaises sont prêtes à relever les défis du monde nouveau, pour peu qu'on leur mette pas de bâton dans les roues, ou des taxes sur les robots. Aujourd'hui, c'est vrai que la France est en retard par rapport à d'autres pays. Les entreprises françaises possèdent environ un robot pour 100 salariés contre 2,5 en Allemagne. Donc, si on taxe les robots uniquement en France, on risque d'être encore plus désavantagés. Il faudrait pouvoir harmoniser ça, par exemple, au niveau européen. Le seul souci, c'est que les eurodéputés viennent justement de voter un rapport sur l'intelligence artificielle. Et devinez quoi? Le paragraphe qui contenait cette taxe robot, il a été supprimé. Voici le centre postal le plus moderne du monde. Avec le concepteur, nous avons établi un planning. D'ici 3 ans, il n'y aura plus aucun employé humain. Bonjour monsieur. Encore une livraison à l'heure dite en provenance de... Début 2015, le géant japonais de la téléphonie s'est offert la start-up française pour 100 millions d'euros. Première décision des nouveaux actionnaires, écarter le patron fondateur historique Bruno Maisonnier. Car jusqu'à aujourd'hui, ces robots n'étaient pas assez rentables. Seulement 9000 exemplaires de Nao ont été vendus dans le monde. Alors pour faire exploser les ventes, la holding japonaise s'attaque désormais au grand public. Pepper, le grand frère de Nao, est conçu pour séduire le plus grand nombre. C'est un robot compagnon qui peut danser, échanger, Dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais? Et même distraire vos enfants. On pourrait jouer aux devinettes ou bien me barbicher. Avec ses 3 caméras intégrées, de nombreux capteurs pour se déplacer, ou encore sa tablette, l'humanoïde est un peu plus qu'un simple gadget. Faut voir si elle... Pepper,
jouent les profs de maths. Oh, non, il faut se concentrer. Quoi, elle va se tromper? C'est moins grand que 4. Allez, essaie encore. Bon. Tu vas y arriver. A boy or a girl? Well, in the end, I'm just a robot. Et ça, ce sera les premiers utilisateurs, les early adopters, qui feront baisser le prix d'achat. Puis, il y aura une deuxième génération de consommateurs, les prix continueront à baisser, et la technologie va s'améliorer, et très vite, les robots personnels seront aussi indispensables que ne l'ont été les voitures pour de nombreuses familles. Enfin voilà, je trouve ça vraiment intriguant la relation que l'on a pour les robots, et qui va sans doute exploser dans 10 à 20 ans. On va petit à petit recevoir quelque chose en retour de nos interactions avec eux, de l'empathie. Il y a peu de secteurs qui ne seront pas touchés par ce genre de robotique. Assistance, services, aide à domicile, maisons de retraite, hôpitaux, pour que la révolution des robots commence au pays du soleil levant. Ce sera tout d'abord une curiosité, et plus rapidement qu'on ne le pense, ils seront dans nos foyers. L'intelligence artificielle aura fait un énorme bond en avant. Dans 5 ans, l'IA sera non seulement capable de répondre à des questions simples et d'obéir à tes ordres, mais elle deviendra également plus profonde et plus curieuse. Elle pourra probablement même te parler. Pas comme Siri aujourd'hui, mais plutôt comme le Jarvis de Tony Stark. Bref, elle deviendra l'assistant personnel de chacun d'entre eux. Vous pourrez toujours contacter Amelia. La science va bientôt vous changer la vie. Je m'appelle Stephen Hawking et j'aimerais vous faire entrevoir votre avenir. Nul ne sait exactement ce que nous réserve le futur, mais le fait est que nos villes sont déjà surpeuplées et polluées. En 2050, la population mondiale pourrait approcher les 10 milliards. Imaginez les files d'attente dans les supermarchés. Il faudra trouver un moyen de faire les magasins plus rapidement et plus efficacement. Est-ce que les robots peuvent nous venir en aide ? En 2025, notre planète comptera 30 mégapoles de plus de 10 millions d'habitants. Tous ces gens auront des attentes et des besoins. Est-ce que la technologie peut nous aider à combler notre appétit pour les échanges commerciaux toujours plus rapides ? Voilà près d'un demi-siècle que l'homme expérimente ce qui pourrait bien devenir la nouvelle génération d'espèces vivantes, à savoir le robot. En 50 ans, nous sommes passés de la théorie du brillant ingénieur britannique Alan Turing au déploiement réel de milliers de machines dotées d'une intelligence artificielle. Dans les 50 prochaines années, imaginez l'évolution qui nous attend. Le robot dépassera-t-il notre intelligence ? Oui, sans aucun doute. Mais cela ne s'arrêtera pas là. Si le premier âge de la machine a détruit des emplois,
qu'il en a fait émerger de nouveaux. C'est le fameux postulat de la destruction créatrice. Le prochain défi pour nombre de compagnies consistera à améliorer le cerveau de la machine, afin de passer de la répétition de gestes et propos similaires à l'exécution d'actions infiniment différentes. Imaginez un instant aboutir à une intelligence égale à celle de l'homme, voire supérieure, en connectant ses cerveaux mécaniques à Internet. Le scénario de Chappie, le robot doté d'émotions et plus encore de sentiments, serait un premier pas dans ce sens. Mais arriverons-nous à éviter la destruction d'emplois généralisés? À cette question, nous sommes les seuls à pouvoir répondre. Nos actes futurs décideront de la place du robot dans notre société. C'est pourquoi, plutôt qu'un futur contre la machine, c'est à nous de construire un futur avec la machine, mais avec l'homme aux commandes. On estime qu'en 2023, le shopping en ligne représentera plus d'un quart de toutes les ventes, notamment grâce à l'avantage de la livraison rapide. Les différentes possibilités d'interagir avec le monde sans être physiquement présent augmentent rapidement. Comme vous pouvez l'imaginer, je trouve ça particulièrement séduisant. Vivre dans nos villes aujourd'hui peut être épuisant. Combien de fois avez-vous déjà souhaité avoir un double avec qui partager votre travail et toutes vos responsabilités? Créer des doubles numériques de nous-mêmes parfaitement réalistes est un rêve ambitieux. Les dernières technologies suggèrent que l'idée n'est pas aussi farfelue que l'on pourrait le croire. À Osaka, la métropole du sud de l'archipel, j'ai rendez-vous dans ce laboratoire où l'on prépare des robots d'un nouveau type. Alors, qu'est-ce que c'est encore que celui-là? Il sert à quoi? Il s'appelle Télénoïde. Je peux le prendre? Oui, allez-y. C'est un robot de télécommunication. La spécialité ici, ce sont les robots à l'apparence des hommes. Ce laboratoire est dirigé par le gourou mondial de l'Android, le professeur Ishiguro. Je vais vous montrer mon secret. Les professeurs, car ils sont deux. Et voici Geminoid, mon double. C'est exactement le même. Ah oui, je l'espère. Est-ce que vous pouvez me présenter à vous-même? Oui. Geminoid, tu pourrais nous dire quelque chose? Ça va bien, merci. Tu peux te présenter à notre invité? C'est incroyable. Alors c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que vous allez encore inventer? Je viens de recevoir une bourse de la part du gouvernement japonais. Je commence un nouveau projet qui devrait voir le jour dans 5 ans. Le but, c'est de développer un robot entièrement autonome, avec des intentions, des désirs. C'est mon nouveau défi. Quand j'étais plus jeune, les avancées technologiques prédisaient un futur dans lequel nous aurions plus de temps pour nos loisirs. Mais en fait, plus nous avons de temps libre, plus nous sommes débordés. Aujourd'hui, nous disposons de machines qui augmentent notre capacité à devenir multitâches. Et si nous pouvions être en 2 endroits à la fois? Anthony Morel, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Mais où êtes-vous? Mais je vous vois pas à votre place. Mais où êtes-vous? Je suis là et je ne suis pas là. C'est-à-dire que j'ai envoyé un robot bosser à ma place aujourd'hui. Je me suis dit qu'avec la grève, voilà, le télétravail, c'est ça. C'est d'envoyer un robot qui me permet d'être présent avec vous en plateau tout en restant, alors j'allais dire chez moi. Je suis pas chez moi. En réalité, je suis juste à côté du plateau. Je suis dans le petit couloir qui mène au studio. Mais en gros, le principe, c'est que j'ai un robot de téléprésence
qui me permet de me déplacer, d'être avec vous, de me balader. Voilà, le robot bouge, il est là. Le robot bouge. Ouais, là. Pour tous ceux qui nous écoutent, mais en gros, c'est un écran connecté qui est monté sur roulette, qui fait à peu près 1m60 de haut. Et donc, moi, je suis derrière un ordinateur. Alors, je vous dis, je suis à quelques mètres de vous, mais je pourrais être chez moi ou je pourrais être à l'autre bout du monde. Et je vais piloter ce robot. Je vais pouvoir me balader, donc aller voir des collègues, aller à la machine à café avec eux. Alors, c'est un peu bizarre parce que moi, du coup, j'ai mon mug de café dans la main et vous êtes à la machine à café. Mais enfin, voilà, ça permet en gros de télétravailler, de travailler à distance, mais en même temps d'être dans l'entreprise. Et il y a de plus en plus d'entreprises. C'est vachement bien, Anthony. Est-ce que je peux l'envoyer à ma place au repas de famille, par exemple, à Noël? Si j'ai pas envie d'y aller, j'envoie mon robot. Pour Noël, c'est une bonne option, absolument. L'Internet des objets, ou IDEO, sera omniprésent. Des logements intelligents, des bureaux intelligents, des bâtiments intelligents, tout sera connecté à tout et tout le monde, et les seules cloisons seront les réseaux internes fermés. Rentrer chez soi après le travail et y trouver un dîner chaud et une maison propre deviendra une réalité. Tout se fera automatiquement, en quelques mouvements de doigts sur l'écran de ton smartphone. La médecine ne sera pas en reste non plus. Encore aujourd'hui, d'énormes progrès sont réalisés dans ce domaine crucial, et dans 5 ans, les médecins trouveront des solutions aux problèmes les plus importants auxquels nous sommes confrontés. Non, vous n'êtes pas dans une salle de jeux vidéo, mais bien dans un bloc opératoire. Depuis mars dernier, le robot DaVinci X a fait son apparition dans les salles d'opération de l'hôpital Victor Provost à Roubaix. Une innovation qui apporte une vision en 3 dimensions aux praticiens et le fait basculer dans la chirurgie 2.0. Utilisée pour la chirurgie cancérologique complexe, cette nouvelle technologie est au service du chirurgien. Mais pour le patient, elle offre également de nombreux avantages. Cette chirurgie permet une convalescence beaucoup plus rapide, à savoir qu'en moyenne, les patients sortent 2 fois plus tôt qu'en chirurgie conventionnelle. Une assistance à forte valeur ajoutée donc, mais qui pose aussi des questions d'éthique. L'homme serait-il en passe d'être dépassé par la machine? Serons-nous prêts demain à confier notre corps à un robot? C'est le chirurgien qui contrôle le robot, donc c'est le robot qui assiste le chirurgien. Étant donné la rapidité des progrès en termes de médecine, il se pourrait tout à fait que ce genre de pratique puisse exister. Reste à savoir si maintenant l'être humain est capable de se confier entièrement à la robotique. Dans les facs de chirurgie dentaire. Alors, dites-moi ce qui ne va pas. Regardez bien cette patiente, pas comme les autres. C'est un robot. Ouvrez bien la bouche, s'il vous plaît. Grâce à des capteurs, elle réagit à la douleur et aux maladresses des étudiants. Là, on va lui ouvrir la bouche. Elle bouge la langue, elle respire. C'est comme un être humain. Grâce à ce robot, j'aurai les bons réflexes le jour où je serai face à un vrai patient. On a toute une gamme d'autres robots. Par exemple, un robot conçu pour simuler le sauvetage en mer. On aimerait bien développer notre activité dans d'autres domaines. On ne fabrique pas seulement des robots humanoïdes. Les robots occuperont les emplois les moins qualifiés du marché, ce qui incitera les humains à se concentrer sur des tâches plus intellectuelles et ouvrira de nouvelles opportunités pour les passionnés d'apprentissage. Tout ce qui pourra être fait par les robots ne nécessitera plus d'intervention humaine. Cependant, dans certains domaines, ces robots ne seront pas complètement autonomes. Ils devront être manipulés par des humains, soit directement, soit en les programmant pour faire le nécessaire. Cela créera de nouveaux emplois, donc il n'y a pas à craindre que les robots suppriment des emplois et augmentent le taux de chômage. Always together.